Voici nos moments donc de discussion avec les débatteurs. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour On Tanguy. aura deux sujets à examiner ce matin. Déjà, parler de la promotion du tourisme. Les vacances, en principe, devraient être une opportunité. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Qu'est-ce que ça peut apporter à la promotion du tourisme? Et puis, on va dire deux mots au sujet de la lutte contre la corruption. Hier, cela faisait 20 ans exactement que l'Union africaine a instauré quand même une journée à l'échelle continentale pour lutter contre la corruption. Alors, est-ce que la corruption a reculé dans les pays? On va jeter un coup d'œil sur ce que les données nous proposent. Commençons déjà par le sujet qui nous intéresse le plus immédiatement possible. Il y a de l'argent dedans. Le tourisme, non? Non, la corruption. Ah, il y a de l'argent dedans, donc ça ne peut pas reculer. Je crois que les acteurs qui sont investis dans cette lutte-là ne seront pas d'accord avec vous. Commençons déjà par parler du tourisme. C'est les vacances. En principe, c'est une bonne opportunité, Eric, pour promouvoir le tourisme domestique. Oui, absolument, absolument. C'est une très belle opportunité pour permettre à nos jeunes apprenants qui sont justement en vacances de pouvoir découvrir des endroits que nous avons au Bénin. Et maintenant, après, le tourisme local, ce n'est pas trop développé. On n'a pas trop cette habitude de se déplacer nous-mêmes pour aller visiter des sites touristiques. Est-ce que ce sont les sites touristiques qui manquent? Je ne pense pas. Nous avons des sites assez connus, certainement, sur lesquels il faut davantage travailler sur l'attractivité et faire en sorte que cela puisse davantage attirer. Mais il faut aussi, je sais pas, sensibiliser les jeunes à cette envie d'aller découvrir le pays, de pouvoir sortir. Cela ne s'exprime pas suffisamment. C'est un sujet qui nous avait intéressé. Je pense qu'on avait associé un certain nombre d'acteurs universitaires, des tourismologues, et puis eux-mêmes l'ont reconnu que ce n'est pas ce qui se fait le plus dans notre pays. Donc c'est un fait, c'est un fait. On constate que les Béninois, dans leur ensemble, visitent de moins en moins leur pays. Franck? Oui, c'est exact. Je pense que ce ne sont pas les sites touristiques qui manquent, mais c'est beaucoup plus la volonté des gens, des citoyens de découvrir leur pays qui fait défaut aujourd'hui. Moi, j'ai par exemple, en tout cas, lorsqu'on a ouvert les portes de la présidence pour aller voir nos trésors royaux, cela constitue déjà des démarches pour aller vers ce qui peut nous nourrir dans le monde touristique. Mais on n'a pas eu, tout le monde n'a pas eu la chance de le faire. Je pense encore à ce site à Boikon, à Gonguento. La première fois que moi j'ai mis pied là-bas, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai nourri ma curiosité. J'en suis ressorti assez ressourcé. Je pense au musée de plein air de Parakou, même si l'état dans lequel se trouve ce musée laisse un peu à désirer. Il y a également des sites touristiques, les chutes de Kota, dans l'Atakora, ainsi de suite. Je pense que le peu que nous avons, nous pouvons d'abord chercher à les maîtriser. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sont nés à Cotonou et qui n'ont jamais mis pied à Boikon, qui n'ont jamais mis pied à Dassa pour voir les collines, par exemple, de Dassa. Moi, c'est un peu... C'est condamnable, hein, parce que le Bénin ne s'arrête pas. Pourquoi c'est condamnable? Si la personne n'a pas de parents là-bas, si la personne n'a pas d'intérêt là-bas, et si la personne n'a pas les moyens qu'il faut pour aller peut-être se donner du plaisir et une petite balade, vous ne le demandez pas. Non, je pense que nous parlons des vacances devant le procureur parce qu'il n'est pas allé regarder les pas du tout. Nous parlons des vacances. Pas du tout. Alors, vous demandez aux gens s'ils connaissent Parakou, Boikon et autres là. Moi, je pense que à la faveur des vacances, nous devons nous permettre d'aller à cette découverte là pour maîtriser davantage. C'est aussi du tourisme que de traverser par exemple les villes et de voir ce qui peut vous attirer, de voir les réalités de ces milieux là. Il y en a également dans le nord qui n'ont jamais mis pied à Cotonou. Lorsque vous évoquez la question, ils vous disent, mais qu'est-ce que j'irai chercher? Un peu comme vous le dites, Tanguy, ce matin, eh bien, moi, je pense qu'il faut corriger le tir. On a des sites touristiques. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais le peu que nous avons,
nous pouvons Oui, les mais il exploiter. y a plusieurs éléments qui m'intéressent dans votre intervention. D'abord, les sites touristiques dont vous parlez. Ça m'a arraché un gros sourire parce que, d'ailleurs, j'ai vu votre élan ralenti quand vous avez commencé à parler du musée plein air de Parakou. Son état, il n'est pas intéressant et vous ne demandez pas à quelqu'un d'aller voir au quotidien ou peut-être chaque année les mêmes éléments qui ne sont pas améliorés avec un mauvais accueil et peut-être même des conditions de conservation qui favorisent la dégradation des objets qui sont là. Est-ce que vous êtes retourné à Gongweto par exemple pour voir dans quel état encore c'est ce site touristique? On a l'impression que ceux qui sont les acteurs de la chose abandonnent justement les éléments et si on ne peut pas fouetter peut-être l'envie chez les gens d'aller découvrir leur pays, Eric. Oui, les acteurs abandonnent faute de moyens et nous savons aujourd'hui que l'État investit beaucoup d'argent sur des projets touristiques assez innovants, assez intéressants pour justement accroître le niveau d'attractivité de nos sites touristiques, de nos projets touristiques qui puissent véritablement attirer les gens. Sinon que c'est l'excuse qui est souvent avancée. Qu'est-ce que nous irons voir? Ce que nous voulons voir, c'est dans quel état? Et puis, nous avons des exemples d'endroits où, faute de moyens, on n'a pas su véritablement conserver ces endroits pour garder le charme, permettre vraiment au public de se dire « Waouh, ça c'est dans mon pays ». Mais je pense qu'on est en train de régler ce problème. Vous allez aujourd'hui sur le plateau d'Abomey, il y a un vaste projet qui est en train de développer. Vous allez à Ouida, il y a un vaste projet qui est en train de développer sur la route nous parlons des de esclaves. l'existant, nous parlons de ce qui existe. Oui, déjà. on a déjà fait ce constat. On a déjà fait ce constat et la solution est déjà trouvée, qu'il faut aller vers encore d'autres investissements et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on peut comprendre cette excuse, mais en même temps souligner que c'est déjà une dynamique qui est déjà en cours. Peut-être espérer qu'à la fin de ces travaux, que le tourisme béninois puisse véritablement renaître. Oui, Franck. Non, je pense qu'il ne faut pas se cacher la face. Depuis, disons, les indépendances à aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas fait assez de progrès dans le domaine du tourisme. Pardon. À chaque fois qu'on forme un gouvernement, à chaque régime s'installe, on a toujours dédié un ministère au tourisme. On a toujours dédié un ministère au tourisme. Mais est-ce que des efforts sont suffisamment faits pour véritablement, disons, propulser notre pays sur le plan touristique? Moi, je pense qu'il faut davantage travailler. Et c'est là que je rejoins un peu Eric lorsqu'il dit qu'il y a actuellement des efforts qui se font, des projets qui sont développés pour essayer de rattraper le déséquilibre que nous avons observé dans ce domaine. On a parlé dans d'autres secteurs économiques, on fouette beaucoup les choses là-bas, on parle de diplomatie, on parle de ci ou de ça, mais en interne, il faudrait que nous puissions offrir quelque chose aux gens pour que lorsqu'on parle de la destination Bénin, que les gens puissent être intéressés. Lorsque les gens vivent, disons, à l'extérieur, je veux parler des compatriotes de la diaspora, lorsqu'ils reviennent dans leur pays, il faut qu'en repartant, qu'ils sachent que bon, ils ont eu du nouveau. Nous avons le site de, je ne sais pas, c'est à Sebana, où on avait, pardon, la prison civile, une prison là-bas. C'est des sites qu'on peut sauvegarder. Est-ce que c'est encore en place? Oui, justement, même si c'est pas un mythe si c'est pas en place. Non, ce n'est pas un mythe, hein? Ok, d'accord. Non, bon, pour ne pas partager ma vie privée. Sinon, c'est pas un mythe, hein? Sinon, on va envoyer à Segmana. Je vais vous demander. Moi, moi, je l'ai vécu, en tout cas. Je crois que. En tant que prisonnier? Non, pas forcément. J'ai quel âge? Mais je peux avoir des parents qui ont été gardés là-bas, hein, et qui en gardent des séquelles. C'est ça. Je veux avoir quand même une pensée assez intéressante pour l'ancien secrétaire général de la FECENTRA Finance, qui pourrait vous en dire deux mots. Hein. Paul Seiko ne s'est pas empêché d'en parler. Il pourrait vous dire que ce n'est pas un mythe. Beaucoup en ont parlé. Ce sont des sites, par exemple, que nous pouvons valoriser, en fait, des sites touristiques. Il y a beaucoup d'autres sur le territoire. Il faut ça va être un peu douloureux pour l'histoire. Parce que dans les pays développés, les gens font des recherches. Et c'est là qu'au niveau de nos universités, les gens doivent se décarcasser pour aller vers ces... Est-ce qu'on n'est pas trop fainéant quand on dit qu'il n'y a pas les moyens et puis l'État ne s'intéresse pas? L'État a besoin de s'intéresser à comment est-ce qu'on sacre la Gongweto, ou bien comment est-ce qu'on sacre le musée plein de Parakou? À notre niveau, vous l'avez dit, on est assez paresseux. On est assez paresseux. On attend tout de l'État. Donc ça ne devrait pas être le cas. Non. On est assez paresseux. Et comme je l'ai dit, il y a un ministère.
Dès que nous avons, et c'est une ligne budgétaire qui est affectée à ce secteur-là. Dès que nous avons cela, on doit s'organiser. Oublions l'État, les acteurs. Rapidement, une toute petite parenthèse sur la question des moyens. Elle est très importante. Et ce n'est pas c'est pas une question de paresse. Quand vous allez au niveau des musées, au niveau des acteurs, c'est tout un corps de métier. On ne rentre pas dans un musée, on ne touche pas les objets, comme on peut soulever un plat, un autre objet. Et c'est même des formations qu'il faut faire. Nous avons encore à proximité à Porto-Novo l'école du patrimoine africain qui fait un très bon travail sur le plan de la formation et comment est-ce qu'il faut outiller les acteurs au niveau de ces endroits à mieux s'occuper de ces sites. Mais une fois encore, c'est beaucoup d'argent. C'est des endroits assez sensibles, avec des objets assez sensibles qu'il faut savoir manipuler, qu'il faut savoir traiter. Vous introduisez n'importe qui pour des questions de nettoyage ou d'aménagement, il va tout foutre en l'air, il va vous mettre le feu. Parce que l'État ne met pas de l'argent qu'on ne peut pas sacler le budget plein net par à coup? Est-ce que c'est parce que l'État ne s'intéresse pas, par exemple, ou n'apporte pas beaucoup d'argent au musée? Ils vont dire que je m'acharne sur eux, sur l'espace à Gongwentou, à Boycon, par exemple. Est-ce que c'est parce que l'État n'apporte pas de l'argent là-bas que celui qui est responsable ne peut pas écrire un projet? Allez voir les compagnies de transport, par exemple. Allez voir les écoles, les promoteurs d'établissements, par exemple, pour leur dire, écoutez, comment est-ce qu'on se met à trois entre vous, les compagnies de transport et moi-même pour organiser, je dois dire, des visites ponctuelles ou des visites à espace temporel régulier pour permettre aux apprenants de... Est-ce qu'on a besoin d'attendre le ministère et le financement? Oui. Qu'est-ce qui prouve que ces acteurs n'ont pas tenté tous ces recours à leur niveau, ne serait-ce que pour trouver de petites ressources, pour faire ce qu'ils peuvent faire jusqu'à l'étape d'aujourd'hui, et qu'ils ont peut-être encore besoin d'un moyen plus important, n'est-ce pas, pour aller au-delà. Il faut avoir de l'ambition. Quand on parle de nos musées, de ces endroits, moi je ne parle pas de ces petits budgets qu'il faut mettre à disposition. Il faut faire vraiment de ces endroits. Oui, mais commençons déjà par dégager ces petits budgets et cela nous aidera à mieux gérer les budgets. Nous voulons faire de ce secteur un levier de développement. Il faut y mettre d'argent. Enfin, moi, je ne parle pas de... C'est quoi sa clé? Non, mais écoutez, c'est plus que ça. On ne parle pas de ça et les acteurs n'ont pas besoin non plus de ça. Ils ont déjà fait ça certainement pendant un bon moment et puis ils sont essoufflés. Et puis mieux, s'il faut aussi compter sur les visiteurs pour avoir un peu de ressources, pour payer peut-être, je sais pas, le gardien, payer le petit personnel qui est là, écoutez, l'argent est fini. Non mais c'est quoi on peut compter quand c'est un site touristique? Il n'y a que les entrées, les visites, non? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de fois nous visitons ces endroits pour justement permettre... Pour nous intéresser, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas d'abord que ces endroits existent. Et pour que cela soit intéressé, oui. c'est là qu'il faut mettre de l'investissement pour rendre ces endroits fabuleux. Moi j'ai une expérience. Et ça va venir. La preuve est que, Franck a donné l'exemple, quand on a rapatrié les trésors royaux et qu'on les a installés au palais, vous avez vu, d'abord il y a de l'investissement. L'endroit a été aménagé. Quand vous voyez le jeu de lumière, comment est-ce que les objets ont été installés dans des vitrines, mais c'est beaucoup d'argent. Le public est sorti, le public est allé voir. Quand on a inauguré l'esplanade de l'Amazone, le chic qu'il y a, rien qu'à se retrouver dans cet endroit, il y a du verre, de la lumière, ça attire les gens. Et puis, les cotonnois sortent pour aller visiter, justement. Donc, je pense que... Et ça, on a compris. Je pense que nous ne sommes plus à ce niveau. On a compris, on a mobilisé les ressources, les gens veulent avoir du beau. Récemment, je pense qu'avec Franck, on en parlait hier, il y a un autre projet qui a été lancé pour développer la plage de Fidjosé. Enfin, en termes d'aménagement, on aura des aires de jeu, de basket, de football, de la piscine. Bon, donc moi je suis admiratif. Nous sommes sur le trajet. De certaines confessions religieuses qui quand même font un travail formidable, même si cela ne vise et ne cible que leurs fidèles. Regardez par exemple la grotte mariale de Dassa. Et voilà tout ce monde que cela mobilise. Vous voyez par exemple le rendez-vous d'Alada par exemple. Vous voyez le rendez-vous de Semekodi par exemple aussi. Pour les Célestes. Pour les Célestes qui sont des rendez-vous qui drainent le monde. Ils ont attendu l'État. Ils n'ont pas attendu l'État. Mais nous parlons des confessions. Ils ont commencé d'abord à sacler, et puis après, les encore que si aujourd'hui vous allez les interroger, ne serait-ce que pour l'intérêt que cela apporte dans une période donnée où on observe
autant du monde dans ces endroits, ils vous diront qu'ils ont aussi besoin du soutien de l'État. Oui, ça c'est pour clair. davantage Mais développer déjà, les sites. on constate, Vous allez à Dassa, en on a l'état, besoin. leurs efforts qui ont commencé. Vous allez à Dassa, Oui. quand la période de pèlerinage arrive, les hôtels, tout est bloqué. On n'a même plus la possibilité de se trouver un coin resté. Et donc, on peut vraiment voir dans quelle mesure il faut développer davantage de ces sites de repos, ne serait-ce que pour la période. Pareil à Sémépodi, je ne sais même pas si l'état de la voie qui quitte la route centrale au site même, je ne sais pas si ça a changé de visage. Non, je crois que c'est pas maintenant. Je pense que ce que Tanguy dit, c'est exact. Vous savez, lorsque on nomme les responsables à des postes donnés, certains ne se décarcassent pas assez pour ils s'investissent pas. Mais je sais que, par exemple, au musée de plein air de Parakou, le conservateur, le pauvre, qui n'avait pas de budget lorsque il a été nommé et tout ça, il était obligé de se démerder pour organiser des mini-foires à l'intérieur, pour organiser des spectacles. Mais voilà des initiatives. Oui, des initiatives. Si à tous les niveaux, à tous les niveaux, on le faisait, je pense qu'on aurait boosté l'activité touristique dans notre pays. À Gogoeto, c'est vrai, j'y suis allé il y a un peu de temps, hein. Je ne sais pas dans quel état, abandonné, dans quel état ça se trouve aujourd'hui, mais à grand jamais on ne devrait pas laisser cette site touristique-là se détériorer. Parce que ce que moi j'ai vu là, franchement, je me suis rendu compte que nos parents étaient ingénieux. Et c'est bien intéressant d'amener nos enfants, d'amener nos jeunes frères, d'amener même des gens qui ne sont pas informés du tout à aller voir. Et imposer cela peut-être dans les agendas, lorsque des cadres, il y a des cadres qui ne connaissent pas là-bas, hein, lorsque des cadres vont là-bas pour des ateliers, pour faire ci ou ça, qu'on leur impose la direction à suivre pour dire allez voir ces sites-là. Parce que c'est à vous de raconter cela à vos enfants. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau des établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics. Voyez-vous, bon, je ne sais pas si vous êtes parent d'élèves, quand la liste de fournitures scolaires ou en tout cas toutes les dépenses qu'il faut effectuer pendant toute l'année scolaire arrive, vous avez quelque part où ils mettent un budget consacré aux journées culturelles. La journée culturelle, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Pour votre gouvernement. Et il ne prévoit jamais un budget où on peut faire sortir l'enfant de son cadre habituel. Et généralement, on enferme l'enfant dans le même lieu, c'est-à-dire il quitte la maison, il monte sur son ZEM, il va dans l'établissement, le soir il rentre et ainsi de suite. Et quand le moment des vacances ou des congés arrive, c'est une question de moyens aussi. C'est quoi les moyens? Oui, quand nous étions encore très jeunes, les parents avaient envie de nous envoyer à Ouaga, avaient envie de nous envoyer même à Cotonou ici. Pourquoi Ouaga? Pourquoi Ouaga? Je dis n'importe quoi. Ils avaient envie de nous envoyer à Cotonou, à Dassa, ainsi de suite. Il y a eu une épidémie qui a pris les étudiants d'Abou Mekalavi à une certaine époque, puisque j'étais encore étudiant en ce moment. C'était le défi de qui organiserait la meilleure excursion sur, c'est pas moi, une ville de la sous-région. Et pas dans le Bénin. Hein. Soit on va à Accra, soit on va à Abidjan, soit on va à Lagos, soit... Alors même qu'il y a des choses à découvrir au Bénin. Du coup, on est extraverti à cause justement de notre système éducatif, plutôt que de regarder autour de nous et tout près de nous. Oui, absolument. Et ça, je me rappelle moi-même avoir participé déjà à ça. Je pense que non, enfin, on va pas citer des villes. Effectivement, on peut faire le constat que même à l'université, pour des excursions, on préfère mobiliser des ressources pour aller à l'externe. Mais ça aussi, on ne peut pas non plus le refuser. En fait, un budget exorbitant, hein, je crois qu'ils ont demandé 180 000 ou 150 000 pour aller visiter Accra. Oui, ça aussi, ça permet à des étudiants de voir ce qui se passe ailleurs. Maintenant, tout en privilégiant certainement ces sorties, il faut aussi peut-être proposer, n'est-ce pas, à ces structures qui organisent ces colonies, ces sorties, ces excursions, de voir aussi à l'intérieur du pays comment il faut pouvoir organiser des descentes pour permettre aux jeunes étudiants de visiter ne serait-ce que le pays. Nous avons également les étudiants des pays étrangers qui sont au Bénin et qui peuvent aussi profiter de ces moments-là pour voir d'autres villes. Je pense que la question elle est importante, elle est sérieuse. Et autant on a besoin que chaque citoyen puisse développer ce désir, cette envie d'aller à Parakou, d'aller à Boïkon, d'aller à Savalou, d'aller dans les villes du Bénin, qu'au niveau central, on a besoin qu'on puisse développer davantage de projets touristiques pour les rendre plus attrayants. Et ça,
cela se fait déjà et donc il faut sensibiliser aujourd'hui, que ce soit au niveau du système éducatif, quand on est en période de vacances, que même les parents, on peut prendre date pour, c'est pas prendre 3 jours, une semaine pendant les vacances pour amener la famille, les enfants, n'est-ce pas, à aller visiter des sites touristiques. Ça donne un peu plus d'impression d'être un bon bourgeois dans le quartier. Allez, on va changer de sujet. Je vous propose qu'on parle, on dise 2 mots, au sujet de la lutte contre la corruption en Afrique. Il y a Fraternité qui a rapporté, je dois dire, l'avis de Amnesty International, qui exhorte d'ailleurs l'Afrique de l'Ouest et du Centre à lutter contre ce phénomène-là. C'était à travers une sortie tenue hier mardi. Et l'organisation qui conseille vivement aux États africains concernés, notamment les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, de travailler à lutter efficacement contre la corruption et de cesser de persécuter les défenseurs des droits humains qui dénoncent justement la corruption. Franck, utopie ou possible lutte contre la corruption? Non, moi je vais dire tout simplement qu'il faut aller au-delà des mots aujourd'hui. Il faut aller au-delà des mots parce que nous sommes dans un contexte où on a fait beaucoup de discours. Vous savez, à des rencontres même internationales, les gens font des discours qui sont applaudis, des gens prennent des engagements, mais à l'interne, rien ne se respecte. Et mieux, c'est que nous avons fait une culture du vol. Aujourd'hui, oui, nous avons fait une culture du vol où nous confondons, disons, ce qui appartient à tout le monde, à notre patrimoine. Et de plus en plus, vous voyez des gens, lorsqu'on les nomme à un poste, on commence déjà par faire son budget, on commence déjà par se nourrir de grosses ambitions. Quand on nomme les gars, oui. C'est une blague que je peux partager avec quelqu'un. Quand on nomme les gars, la première personne qu'ils veulent rencontrer, c'est le financier de la maison. Oui, il faut faire l'état des lieux. Oui, le financier. Oui, mais il faut faire de l'état des lieux. Pour faire l'état des lieux, on peut d'abord rencontrer son adjoint. Ce n'est pas forcément pour voir la part du gâteau qu'il faut prendre, mais il faut faire l'état des lieux. Et ça commence par le financier d'abord. Un bon responsable, oui, puisque mais c'est à partir des ressources qu'il faut travailler. Financier pour voir quelle action il faut mener. Mais en interne, vous savez qui on rencontre? On rencontre d'abord peut-être son maçon pour dire attention. Mon toit là. L'autre chantier était à quel niveau? L'autre chantier était à quel niveau? Bon, je pense que... il faut commencer par accélérer, il faut me faire un bon devis, et dès que les choses commencent par sortir. Mais lorsque vous nourrissez de grosses ambitions, face à une cagnotte qui n'est pas d'ailleurs la vôtre, pour ce que vous devez utiliser pour tout le monde, vous êtes tenté de puiser dedans. Et les gens puissent tellement suffisamment que moi je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Vous êtes cadre A1, je ne sais quoi. Mais ils sur leur train de vie, c'est tout. Et puis, tout le monde a envie d'envoyer ses enfants au Canada, en Chine ou bien, je ne sais pas trop. Non, est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé? Oui, ça fait dans l'air du temps. Oui, comment? Eric, oui. Non, je pense que si le Rwanda a quand même réussi à véritablement évoluer dans cette lutte-là, c'est que d'autres pays peuvent le faire aussi. Il y a un diplomate qui nous disait, dans le cadre de la visite du président rwandais, qu'au Rwanda, on ne parle plus de lutte contre la corruption. Ah oui? Oui, justement, puisque Paul Kagame a mis un accent là-dessus. Et c'est lui-même qui veille au grain. Et je pense que, puisque nous savons que dans nos États, nous savons l'hyperpuissance de nos chefs d'État, on peut aussi procéder par la lutte, par l'exemple. Par la lutte, par l'exemple. Souvent, le regard des concitoyens, c'est que, nous avons des gens qui sont pêchés au sommet, qui se taillent la part du lion, ils sont au beurre, voyez-vous, et puis, ils nous regardent du haut du sommet, nous autres. Donc, quand vous avez la possibilité d'être positionné à un poste, vous vous dites, OK, on va le faire exactement un peu comme nous le voyons. Donc, je pense qu'on peut aussi faire la lutte par l'exemple, en dépit de tout ce que nous avons comme mécanisme de lutte. Mais je pense que pour ce qui nous concerne au Bénin, nous sommes en train d'évoluer. Et les poches de corruption qui existent encore témoignent de l'efficacité des mécanismes, parce que c'est parce qu'on a mis en place tout un système qu'on arrive à identifier, qu'on arrive véritablement à savoir que dans
telle structure, il y a eu tel problème, que dans telle agence, il y a tel problème. Et les sanctions sont là. Il faut certainement encore continuer à accroître véritablement les mesures de répression, à renforcer les mécanismes pour que cela puisse évoluer. Au niveau de l'exemple, c'est ça, c'est l'exemple que les autorités eux-mêmes véritablement doivent donner, du respect qu'ils ont pour la chose publique, du respect qu'ils ont pour la finance publique, à ne pas faire la confusion entre l'argent du contribuable qui doit être utilisé pour l'épanouissement des populations à leur poche, n'est-ce pas, à leur, un peu comme le chéquier. Non, il faut véritablement aller dans ce sens et espérer que, encore, au bout de quelques années, on ne puisse plus véritablement parler de ça. Alors, je vais vous proposer un extrait de l'article publié par Fraternité. L'Organisation des droits humains a cité un exemple pour parler de ceux qui ont été persécutés. A cité un exemple de sort du journaliste camerounais Martinez Zongo. C'est vraiment récent ce cas-là, où il avait été enlevé par des hommes non identifiés jusque-là, le 17 janvier, puis retrouvé 5 jours plus tard mort, le corps mutilé. L'organisation a cité aussi un cas au Togo où le journaliste Ferdinand a été arrêté le 10 décembre. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme avec une amende de 3 millions à payer. Solidairement avec un collègue, il avait été accusé de diffusion de fausses informations et surtout outrage envers les représentants de l'autorité publique. Oui, c'est ce que nous disons. Quand vous vous retrouvez dans des États où des personnalités qui sont censées donner l'exemple du respect du bien public ne le font pas, et que justement, nous, au niveau des médias, on arrive à avoir de ces informations et qu'on les traite, c'est une menace pour eux. Vous avez donné le cas de Martinez Zongo qui est très touchant, vu les conditions dans lesquelles on l'a vu, qui, justement, dans son travail, mettait en lumière tous les cas de corruption dans lesquels on retrouvait les proches de Paul Biya et jusqu'au sommet de l'État, voyez-vous. Et puis, et c'est ça ce que nous déplorons. En même temps que on essaye véritablement, dans une certaine mesure, à mettre un accent sur ces dossiers, en même temps on n'est plus protégé parce qu'on devient une menace en même temps. Alors, moi je pense que Eric a dit tout à l'heure qu'on évoluait au Bénin et que les mécanismes mis en place fonctionnaient. C'est parce qu'on c'est pour cela que nous détectons des poches de corruption et autres. Mais moi je salue bien les efforts qui sont faits. Je voudrais qu'on mette l'accent sur la prévention. Il ne faudrait pas que les gens volent avant qu'on les retrouve, avant qu'on identifie ce qu'ils ont volé, avant qu'on se rende compte de ce qu'ils sont allés puiser dans les caisses, dans les caisses qui appartiennent à tout le monde. Vous voyez, lorsqu'on retrouve par exemple, on dit plus de 100 millions sous le lit d'un seul individu, je pense qu'il faut travailler encore au niveau de l'administration pour que les gens n'aient même pas la possibilité de toucher à ces fonds-là. Là, on aurait gagné beaucoup plus en efficacité de mécanismes que les gens en volent. On retrouve chez certains. Mais pour beaucoup d'autres, on n'arrive pas à mettre la main sur le magot lorsqu'ils arrivent à prendre le jackpot et puis ça disparaît. Ils vont investir peut-être dans d'autres pays, ils vont les cacher dans les banques. Donc, moi, je pense que si on peut prévenir cela, ça va nous avantager. Je me rappelle encore le scandale dans lequel est impliqué le jeune Adoweno. C'est vrai que la justice... On n'en parle plus. Oui, la justice fait toujours son travail. Vous voyez tout le temps que ça prend. Le temps de la justice n'est pas le temps des journalistes. Des journalistes, donc, oui. Nous attendons patiemment. Les journalistes, ça bavade beaucoup et puis c'est Nous attendons patiemment. Récemment, la SB2E, ou encore, il y a beaucoup d'autres scandales où on parle de beaucoup de millions que des individus, un groupe d'individus, vous allez entendre, ils sont 10, ils sont 16, ils sont ci, ils sont ça, et qu'on va déposer. Et après, parfois, on n'entend plus rien. Je crois que si tout le monde... C'est pas parfois, c'est tout le temps. Bon, non, on va dire parfois. Parce que certains sont arrêtés, on leur saisit leurs biens, on fait ci, et ils font la prison, ils purgent leur peine. Malheureusement, c'est la loi, on n'y peut rien. Mais moi, je pense qu'il faut prévenir, il faut chercher encore des mécanismes. Il doit avoir le système pour prévenir, pour que les gens n'aient pas trop de facilité à pouvoir voler l'argent qui appartient à tout le monde.
Parce que si ça se comporte, ça se passe comme ça, c'est ce qui amène sous d'autres cieux des gens à se rebeller, des gens à se fâcher, des gens à agir et à travers des comportements que nous déplorons. Des frustrés. Parce qu'on se dit, mais nous trimons à la base. Nous payons nos impôts. Nous faisons ce que l'État nous demande. Mais ils sont là-bas et ils vont racler cela pour leur propre plaisir. Ce qu'ils font avec, c'est d'acheter les belles voitures, c'est de construire les maisons qu'ils n'arrivent même pas à entretenir dans la vieillesse, c'est de voyager, c'est de vivre dans un luxe insolent, alors que nous avons besoin de ces fonds-là pour développer, pour construire des routes, pour faire ci et pour faire ça. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y a que le chef de l'État, les présidents qui sont élus, qui ont leur vision de la corruption. À la base, on s'en fout, on s'en moque, et chacun fait ce qu'il veut. Je crois qu'il faut aller avec les gars, je dois vous remercier et passer à la rubrique économie. Jacques Degby. Il faut peut-être ajouter à ces mécanismes existants un autre où rapidement, pour que on peut-être ça c'est l'exemple du Rwanda. Il y a parfois un jour où le chef de l'État lui-même passe à la télé avec des piles de dossiers de corruption, c'était peut-être des questions de dysfonctionnement. Après avoir mené des enquêtes, bien sûr, et puis il cite chaque dossier, on donne les noms en même temps, et puis les intéressés sont arrêtés sur place. C'est quoi? C'est lui le procureur ou c'est lui? On peut avoir dit encore sur ce... Le juge. Ouais. Le juge. En tout cas, c'est des méthodes, ma foi, qui... Ça peut créer d'autres problèmes. Oui, absolument. Si vous êtes ensemble avec quelqu'un merci beaucoup. Dont on a cité le nom, dit qu'il a pris des milliards, vous pouvez vous en prendre à lui. C'est clair. Et c'est pas bien. Allez, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va faire rapidement la transition, le temps de prendre par ici Jacques Degby pour la rubrique économie.